Mes chers amis, continuons nos conférences de philosophie politique avec ce que j'avais annoncé la dernière fois, une étude, si l'on peut dire, sur le bien commun. C'est-à-dire ce que l'on appelle aussi en philosophie la fin de la société. La fin, c'est-à-dire le but. Pourquoi ? Nous avons établi, n'est-ce pas, dans un premier temps, que l'homme vivait naturellement en société. C'est un fait qui découle de sa nature et que l'on constate. Donc on s'était arrêté à ce constat que l'on avait examiné sous tous ses angles. Ensuite, on a déterminé ce que voulait dire, pour l'homme, ce que voulait dire vivre en société. Et pour l'homme, vivre en société, c'est agir. De toute façon, vivre, c'est agir. Celui qui ne vit plus, n'agit plus. Et l'un des signes de la mort, c'est qu'il n'y a plus d'action, n'est-ce pas ? Donc vivre, c'est agir, et vivre en société, c'est agir. La politique, c'est une action. Faire de la politique, c'est agir concrètement dans la société dans laquelle on vit. Mais alors la question qui jaillit aussitôt, c'est si j'agis, qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi j'agis ? Dans quel but ? Et quand je dis dans quel but j'agis, je n'oublie pas ce que j'ai fondé au tout début, c'est-à-dire dans quel but j'agis dans la cité, dans la société. Quelle va être mon action ? Quel va être le but de mon action ? Pourquoi vivons-nous ensemble ? Et quand je dis pourquoi, je le dis volontiers en deux mots. C'est-à-dire pour, dans quelle direction, dans quel bien. Voyez ? Et c'est précisément ce que nous allons appeler le bien commun. Alors pour résumer d'ailleurs rapidement ce que nous avons dit les dernières fois, je vous cite saint Thomas d'Aquin dans le commentaire des Éthiques d'Aristote, à la leçon 1 au numéro 4, livre 1. Il faut savoir, dit saint Thomas, que l'homme étant animal social, c'est-à-dire animal ayant besoin pour vivre convenablement sa vie d'une multitude de choses, qu'il est incapable de préparer seul, se trouve par le fait même naturellement partie de quelque collectivité, lui prêtant l'aide dont il a besoin pour bien vivre. Cette aide est ordonnée à deux ordres de fins. Et là, on aperçoit justement la fin de la société, déjà. On l'entreaperçoit, disons. D'abord, elle est requise pour les choses nécessaires à la conservation de la vie. Et ça, on l'avait montré dans la première leçon. On ne peut pas vivre seul longtemps. On a besoin des autres pour ne serait-ce que conserver sa vie. La famille, continue saint Thomas, la famille dont il fait partie y pourvoit à cette conservation de la vie. Tout homme, en effet, reçoit de ses parents la vie, la nourriture et l'éducation. Mais deuxièmement, l'homme est aidé par la multitude, c'est-à-dire par la société dans laquelle il est. L'homme est aidé par la multitude dont il est parti, à la réalisation en pleine suffisance de la vie. C'est-à-dire des choses dont résulte non seulement le vivre, mais le bien vivre, c'est-à-dire le vivre complet. Et c'est la société dont il fait partie qui lui procure ce secours. Et là, saint Thomas a dit en peu de mots quel était le bien commun ou le but pour lequel l'homme devait vivre en société, et donc ce que devait donner, procurer la société à l'homme, autrement dit, le pourquoi de l'agir de l'homme en société. Vivre, mais aussi bien vivre, et saint Thomas ajoute ce petit mot, le vivre complet. Alors, l'homme ne peut pas bien vivre s'il n'est pas en société. Il lui faut la société pour les biens matériels, mais même pour des biens spirituels. Par exemple, l'homme ne peut pas atteindre à la connaissance parfaite, ou même à un certain degré de science, s'il ne vit pas en société. La connaissance passe toujours par un rapport entre un maître et son disciple. Or, qui dit rapport entre deux personnes, dit déjà début de société. Donc même les biens spirituels desquels nous vivons passent par la société. La connaissance, mais encore même la vertu, qui est un bien, un vrai bien, la vertu nous fait agir tel que nous sommes. La vertu passe par la société. On n'arrive pas à être vertueux par nous-mêmes. Le petit enfant reçoit de ses parents l'éducation, et l'éducation le dresse, en ce sens le rend droit, c'est-à-dire juste, dans le bon chemin, mais plus il grandit, moins les parents auront d'impact sur lui. Il faut donc la nécessité des lois de la société pour pouvoir aider à la pratique de la vertu.
S'il n'y avait pas de loi dans la société, alors la vertu ne serait pas faisable et praticable, et chacun agirait comme il l'entendrait, ce qui serait une forme d'anarchie. Donc on voit que même ces biens spirituels dont nous vivons et dont nous devons vivre nécessitent le concours de la société. Pour bien vivre, l'homme doit vivre en société. Autrement dit, pour obtenir son bien, l'homme doit vivre en société. On dit encore que, et c'est la même chose, mais la phrase est tournée à l'envers, la société donne à l'homme son bien et lui apporte son bonheur. La société contient donc le bonheur de l'homme. Et tous les hommes qui se rassemblent en une société se rassemblent en vue de leur bonheur, d'un bonheur qui va leur être commun. Et c'est ce bonheur commun que l'on appelle autrement le bien commun. Bien parce que tout ce qui est bien est de l'ordre du bonheur. Le bien, dit Aristote, c'est ce que tous désirent. Commun parce que chacun et tous ensemble y tendent. Pour que tous tendent vers un bien, et un même bien, c'est que ce bien est commun à tous. Et c'est en ce sens que l'on parle de bien commun dans la société, c'est-à-dire de ce bien qui perfectionne l'homme. La fin de la société, c'est donc la perfection de l'homme, c'est donc le bien commun. Il s'agit donc, dans un deuxième temps, de définir ce que c'est que le bien commun. Je pense qu'on comprend que l'homme qui vit en société cherche son bonheur, son bien, et puisqu'il le cherche en société, eh bien ce bien s'appelle un bien commun. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Et on est souvent embarrassé lorsqu'il s'agit de définir le bien commun. J'agis pour le bien commun. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je cherche le bien commun. Qu'est-ce que vous entendez par le bien commun? Avant même de définir ce que c'est que le bien commun, il importe de revenir sur une notion de philosophie qu'on appelle la partie et le tout, et qui ne sera pas très difficile à comprendre, mais qui est souverainement importante. La partie et le tout. Lorsque les hommes s'assemblent pour vivre en société, ils forment un tout. C'est ce tout qu'on appelle la société. Et chaque homme qui s'est assemblé dans la société en forme une partie. Mais il faut comprendre que ces parties font partie, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, d'un tout. Où l'homme appartient à une société et il est une partie de la société, où l'homme n'appartient pas à la société, dans ce cas, il n'est plus une partie de la société, il devient un tout à lui tout seul, mais en devenant un tout à lui tout seul, il ne peut plus se perfectionner, puisque la société apporte la perfection. L'homme qui vit en société est donc la partie d'un tout. Il appartient à un tout. Cette multitude d'hommes, justement, est rassemblée dans une unité. Et il y a autant de tout, si l'on peut dire, que de sociétés. Par exemple, une équipe de football comprend, je crois, 11 joueurs. Ces 11 joueurs, lorsqu'ils sont sur le terrain, sont autant de parties d'une seule équipe. Mais on parle bien d'une équipe. Et ce qui importe avant tout, c'est l'équipe elle-même. Ça n'est pas chacun des joueurs dans leur individualité. L'individualité du joueur s'efface derrière l'ensemble et l'unité de l'équipe, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on définit la partie par rapport au tout. Il existe deux sortes de tout. Le premier tout, on l'appelle un tout physique. On dit aussi un tout substantiel. Pour simplifier, c'est une chose qui est constituée dans l'être et qui existe. Et c'est tout. Notre corps est un tout physique.
un tout substantiel. Il est composé de parties, mais chaque partie n'a d'existence que définie par rapport au tout. C'est-à-dire que retirer une partie du corps, c'est-à-dire du tout substantiel, elle n'a plus d'existence. Ça, c'est ce qu'on appelle le tout substantiel. Le deuxième tout, c'est le tout d'ordre. C'est un tout que l'on appelle aussi un tout moral ou un tout d'action. Moral parce que le mot vient de mos moris, qui signifie les mœurs, et les mœurs, ce sont les actions. C'est pourquoi on emploie indifféremment l'un ou l'autre mot. Quand on parle de morale, on parle d'action humaine, tout simplement. C'est un tout, donc, qui n'existe que par l'action des parties qui le constituent. C'est ce qu'on appelle le tout d'ordre. C'est-à-dire que c'est un tout qui est sans arrêt en activité et qui, pour continuer d'exister, doit continuer d'être en activité. Sinon, il n'existe plus, ou du moins on peut lui mettre une étiquette, mais il n'obtient plus aucun bien. Une équipe de football qui arrêterait complètement de jouer, c'est-à-dire d'agir complètement, ne serait plus une équipe. Elle aurait le nom d'équipe parce qu'on y aurait encore des joueurs, mais des joueurs qui ne jouent plus ne sont plus des joueurs. Donc ça n'est plus une équipe de joueurs. Pour qu'une équipe continue d'exister, les joueurs doivent s'entraîner sans cesse et continuer d'agir. Pour qu'une équipe de football obtienne son bien qui est la victoire, il faut qu'il y ait une action permanente de ces joueurs, à l'entraînement et sur le terrain. Et ce qui va constituer cette équipe, justement, c'est l'action de ces différents membres. Donc le tout d'ordre est un tout d'action, c'est-à-dire un tout dont les parties, dont l'activité des parties va définir le tout. C'est ce qu'on appelle un tout d'ordre. La difficulté de ce tout d'ordre, c'est que chaque partie a une certaine autonomie et peut exister en dehors de ce tout. Quand un joueur de foot arrête sa carrière, quitte une équipe, il ne cesse pas d'exister. C'est toute la difficulté de ce tout d'ordre. Il continue d'exister. Tandis que si vous retirez un membre ou une phalange d'un doigt, c'est-à-dire d'un tout substantiel, cette phalange cesse d'exister comme un être vivant. Et elle se décompose. Alors que dans le tout d'ordre, les parties qui le constituent ont une certaine autonomie. Mais ce qui fait, ce qui fait la définition du tout, ça n'est pas la simple juxtaposition des parties mises les unes à côté des autres. Du reste, même pour un corps humain, ce qui définit la nature du corps, ça n'est pas le simple fait d'avoir mis les membres les uns à côté des autres. Il y a plus que cela. Il y a l'unité du corps, il y a la vie du corps. Et bien de même, ce qui fait l'unité d'un tout d'ordre, et vous comprenez que la société est un tout d'ordre, parce que c'est un tout où il faut sans cesse agir, les hommes disparaissent, les hommes naissent, les hommes meurent, donc les sociétés doivent se régénérer sans cesse. Donc la société est de ce point de vue-là un tout d'ordre. Eh bien, dans ce tout d'ordre, les parties ne sont pas simplement juxtaposées. Il ne suffit pas pour des hommes, par exemple, qui vivent en société, de vivre les uns à côté des autres. Ça n'est pas ça qui définit une société. Il ne suffit pas de faire venir du monde dans un pays ou dans une salle pour dire qu'ils appartiennent à une société. Ce qui définit une société, comme on l'a dit la dernière fois, ce qui définit donc un tout d'ordre, c'est l'action que pose la partie dans ce tout. De la même façon, par exemple, qu'un repas de famille. C'est donc, on peut dire d'une certaine façon, un tout d'ordre, où chacune des personnes se retrouve, non pas par la simple juxtaposition des membres de la famille assis les uns à côté des autres, ça ne suffit pas à définir un repas de famille. Ce qui fait un repas de famille, c'est cette ambiance de famille qui existe. Il suffirait qu'une personne entre étrangère et fasse autre chose, elle ne fait pas partie de la famille, elle trouble même la famille. Parce qu'elle ne participe pas ici à l'action. Il ne suffit pas, pour être dans une équipe de football, il ne suffit pas d'être sur un terrain pour l'équipier.
il faut encore agir avec l'équipe et dans le sens de l'équipe, comprenez? Donc une société qui est un tout d'ordre est composée de parties qui doivent agir et agir ensemble. Commune action, c'est ce que nous avions dit, c'est-à-dire communication, c'était la même chose, souvenez-vous. Donc en fait, je ne fais pas autre chose que de redire d'une façon peut-être plus philosophique ce que nous avons vu jusque-là. On n'intègre pas quelqu'un à la société simplement en lui donnant un papier. Ça n'a aucun sens. Il s'intègre à une société quand il participe aux actions de cette société, quand il va dans le sens de cette société, quand il se fond dans le tout, c'est-à-dire qu'il devient une partie agissante et unie de par son action aux autres parties qui sont déjà agissantes dans la société. On ne s'agrège pas à une famille simplement en venant sous le toit paternel. On s'agrège à la famille quand on participe à la vie commune de cette famille. De même pour la société. Donc il est important de comprendre, avant de parler de bien commun, que la personne qui se trouve dans une société est une partie d'un tout. Elle n'est pas autonome, précisément parce qu'elle a besoin de ce tout pour obtenir son bien. Un équipier, au football, n'est-ce pas, on parle de quand quelqu'un prend la balle et veut jouer tout seul, on dit il est perso. Hein, il joue personnellement, il passe à personne, il veut faire tout lui-même, il veut attirer la gloire sur lui-même. S'il se met à jouer tout seul et qu'il n'en a plus que 11 en face et que les 10 autres qui sont avec lui ne servent à rien, c'est sûr, il n'obtiendra pas la victoire et il ne peut pas l'obtenir. On montre par là que l'homme seul vit dans la société, a besoin de la société et trouve dans la société sa perfection, mais il ne la trouve qu'en tant qu'il est une partie agissante. Donc l'homme est une partie, la personne est une partie dans la société. Et c'est donc en tant que partie qu'il va chercher le bien commun de la société, c'est-à-dire du tout dans lequel il est. Dans une famille, il y a des membres qui sont autant de parties de la famille. Il y a l'époux, il y a l'épouse et il y a les enfants, dans une famille normalement constituée. Chacun, à sa place, va œuvrer pour le bien de la famille. Et quand on parle d'une bonne famille, on parle d'une famille qui est unie, dont les liens sont serrés. C'est-à-dire qu'il y a dans cette famille une véritable amitié, un amour fraternel, un amour entre les parents et les enfants, entre les époux, entre les enfants et des enfants à leurs parents. Il y a une circulation, si je puis dire, d'amour qui est entretenue par l'action de chacun des membres. Mais chacun des membres d'une famille, que fait-il? Il agit pour la famille dans ce cas-là. Mais ce n'est pas parce qu'il agit pour la famille qu'il n'agit plus pour lui, parce qu'il trouve son bonheur à être dans une bonne famille. Parce qu'il y a un véritable bonheur à vivre avec des gens que l'on aime. Mais comment peut-on faire pour vivre avec des gens que l'on aime, sinon de rechercher le bien qui est commun à ces gens que l'on aime? Donc l'homme ne peut chercher et trouver le bien commun qu'en tant qu'il le cherche comme une partie du tout dans lequel il est. Et c'est pourquoi le bien est dit commun, parce que ce bien, c'est-à-dire cette chose que chacun désire, va être obtenu pour tous les membres de la société qui le cherchent. Et c'est en ce sens qu'il est commun. Du reste, plus un bien est parfait, plus il est commun. Car c'est le propre du bien que de se diffuser. Saint Thomas d'Aquin dit en latin « bonum diffusivum sui ». C'est un adage scolastique. Le bien est diffusif de soi. C'est-à-dire qu'on cherche à répandre autour de soi le bien. On cherche à apporter, à donner aux autres le bonheur que l'on a. C'est naturel. Plus un bien est élevé, plus il sera diffusif. Le soleil, en tant que source de chaleur, est un bien plus grand qu'un simple radiateur. Parce qu'il se diffuse à plus de personnes.
Et son action est, de cette façon-là, plus efficace. Il est un bien, du point de vue de la chaleur, plus parfait que le simple radiateur, voyez, parce qu'il se diffuse davantage. Il est plus commun. Et c'est la même chose que d'être plus commun et d'être plus parfait. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'homme qui est à la recherche de sa perfection est nécessairement à la recherche d'un bien commun. Plus une chose est commune, plus elle est parfaite. Et inversement, plus une chose est parfaite, plus elle est commune. Et de la sorte, on comprend que Dieu, l'être parfait par excellence, soit le bien commun de tout l'univers. Nécessairement. Parce qu'il est le bien par excellence. En dehors duquel aucun bien ne subsiste, aucun bien n'existe. C'est pourquoi dans le credo, on parle, pour les élus au ciel, de la communion des saints. Et le mot communion des saints dit bien commun. Et en quoi communient les saints? En Dieu, tout simplement. Parce que Dieu est le bien commun au ciel. Alors, le bien commun n'est pas un bien qui serait commun au sens trivial du terme. C'est-à-dire une chose dont plusieurs se servent. Parce que ce serait une façon trop matérielle de représenter le bien commun, et donc ce bien ne serait plus matériel, ne serait plus commun. On peut toujours dire qu'un gâteau est commun à tous ceux qui vont le manger, il n'empêche que tous ne mangeront pas la même part, c'est pas possible. Et tous ne peuvent pas manger tout le gâteau, ça n'est pas possible. De ce point de vue-là, le gâteau n'est pas un bien commun. Et pourquoi n'est-il pas un bien commun? Parce qu'il est matériel. Un bien matériel ne peut pas être commun. On peut l'utiliser en commun, on peut s'en servir, mais il n'est pas suffisant pour définir le bonheur de tous. Un immeuble, c'est un bien commun dans lequel plusieurs habitent. Mais il est entendu que chacun habite dans son quartier de l'immeuble, enfin à son étage ou dans sa partie. Il est commun sous un aspect, mais il n'est pas totalement commun. Il est si peu commun qu'on est obligé de le diviser même. Le bien commun n'est donc pas un bien matériel et ne peut pas être un bien matériel. Parce qu'un bien matériel, tous ne peuvent pas s'en servir. Ou alors, il faudrait vivre en toute petite société, de 2 ou 3 personnes. Vous comprenez qu'une nation entière, peut-être à l'échelle des pays que l'on rencontre aujourd'hui, ne peut pas user d'un bien matériel. Il y aurait trop de monde. Trop de monde pour un seul bien matériel. Le bien commun n'est pas non plus la propriété du prince ou de l'État. Aujourd'hui, c'est peut-être bien de le dire. Parce que si le bien commun était la propriété du prince ou de l'État, il ne serait plus commun. Il serait propre aux personnes qui dirigent et les autres ne pourraient pas en jouir. Et c'est d'ailleurs, si l'on vit le bien commun comme la propriété du prince ou de l'État, tôt ou tard, on va avoir dans la société 2 parties de la société qui vont s'écarter de plus en plus les unes des autres. L'une sera absolument riche et l'autre sera absolument pauvre. Et donc on va tomber dans une certaine anarchie. Le bien commun n'est pas donc la possession de celui qui dirige. Le bien commun est donc d'ordre spirituel. Il est ce qui est recherché par tous en tant que chacun est partie du tout. Il est ce qui est recherché par tous en tant que tous appartiennent à la même entité, à la même cité, à la même société, à la même famille. Le bien commun d'une famille est ce qui est recherché par tous les membres en tant que ces membres sont membres de la même famille. Si un enfant recherchait quelque chose qui
qui serait en dehors du bien de la famille, il rechercherait peut-être un bien personnel, privé, mais pas un bien commun. Il s'écarterait de ce fait même de sa famille. Il se marginaliserait, en quelque sorte, de sa famille. Ainsi, pour des amis, l'amitié et la bonne entente est un bien commun. Alors, ensuite, on peut être amis, par exemple, enfin, pour plusieurs choses, mais enfin, pour plusieurs raisons. Ce qui est mis en commun dans l'amitié, c'est ce qui définit le bien commun de cette amitié. Les joueurs de pétanque ont en commun de se retrouver et de jouer à la pétanque. Le bien commun d'un repas de famille, ça n'est pas ce que l'on va manger. Et d'ailleurs, vous comprenez bien qu'on peut être très heureux en commun, même si on n'a pas grand-chose à manger. Parce qu'il y a un bonheur plus grand à vivre en paix avec ceux avec lesquels on est, qu'à avoir une abondance de biens. C'est saint Thomas d'Aquin qui cite Maxime Valère au sujet des anciens Romains. Et Maxime Valère disait que donc, les anciens Romains préféraient être pauvres dans un empire riche que riches dans un empire pauvre. Parce que la richesse de l'empire est un meilleur bien que la richesse d'une seule famille dans un empire pauvre. Il vaut mieux donc être pauvre, enfin, par exemple, pour reprendre l'exemple du repas de famille, il vaut mieux avoir peu à manger, mais avoir ce bonheur et cette intimité familiale, plutôt qu'une certaine abondance et même une certaine qualité des mets dans le repas, mais avec une certaine mésentente entre les membres. Dans ce cas, la joie disparaît et le bonheur, le vrai bonheur, disparaît. Le bonheur commun, il restera peut-être un bonheur personnel, mais on verra que ce bonheur personnel ne suffit pas à perfectionner l'homme. Et là, on voit tout de suite que ce bonheur personnel va le perfectionner peut-être d'une façon corporelle, matérielle, mais certainement pas spirituelle. Le bien commun, donc, est ce qui est recherché par tous, mais en tant qu'ils font un. Notre Seigneur, dans la prière, dans sa prière après la Sainte Seine et avant son agonie, dit « Père, qu'ils soient un, comme nous sommes un ». Et cette unité, c'est pas une unité de panthéisme, c'est une unité d'action, justement, qui définit ici, comme on est dans l'ordre surnaturel, notre Seigneur définit bien le bien commun comme Dieu, et l'unité en Dieu, qu'on appelle la charité. Par exemple, le bien commun d'une armée, c'est la victoire. Et chaque soldat dans l'armée se sacrifie, mais pour la victoire. Et heureusement, parce que si chacun des soldats se mettait à faire n'importe quoi, il n'y aurait plus de victoire, il n'y aurait donc plus de bien commun, et puis ce serait la débandade, et on retomberait dans l'anarchie. Le bien commun d'une équipe, par exemple, de football, comme on a dit, c'est aussi la victoire. Donc, vous voyez que le bien commun n'existe qu'en tant qu'il est commun. Ça semble être une redondance, mais on dit bien par là qu'il est spirituel, qu'il n'est pas matériel, et qu'il est commun à tous les membres, dans la mesure où il existe, ce bien commun, ce sont tous les membres qui en jouissent. Dans la mesure où il y a la paix dans la famille, ce sont tous les membres qui sont en paix. Dans la mesure où une équipe obtient la victoire, ce sont tous les membres qui jouissent de la victoire. C'est cela qu'on dit, quand on dit le bien commun n'est bien commun qu'en tant qu'il est commun. C'est-à-dire qu'en tant que tous, finalement, en jouissent. Et donc, tous les équipiers sont perfectionnés par la victoire, non pas d'un homme, mais de l'équipe. C'est-à-dire de l'unité de cette multitude. Et ce bien commun, vous voyez, naturellement est plus aimé. Ce qui nous apparaît d'ailleurs très difficile à comprendre aujourd'hui dans une société où il n'y a plus de bien commun. Je pense que on en parlera à la fin, mais ça vous apparaît de plus en plus évident, ou peut-être ça vous apparaît déjà évident. Mais le bien commun est naturellement plus aimé, c'est-à-dire que par nature, la partie se sacrifie pour le tout. Par nature, la partie s'ordonne au tout. On voit sur un terrain de foot un défenseur prêt à se jeter au sol pour empêcher le désastre de la défaite.
C'est naturel. Et il se donne au bien commun. Et dans l'action, il réfléchit même plus. Il est formé comme ça au bien commun. Le soldat sait qu'il se sacrifie, mais pour le bien commun. Non pas pour sa gloire, mais du reste, ce sera sa gloire de s'être sacrifié pour le bien commun. Mais ce qu'il recherche d'abord et avant sa gloire, c'est le bien commun. Et parce qu'il aura recherché le bien commun, il aura trouvé aussi son bien personnel. Et ce sera perfectionné. Comprenez que le bien commun est la perfection de l'homme. Le bien du tout est la perfection des parties, du bien des parties. Dans le corps, la santé du corps, c'est le bien commun, si l'on peut dire, du corps, et c'est en même temps le bien de chacune des parties. Il suffit qu'une partie soit malade, et on sait bien les souffrances qu'on peut endurer. Mais donc c'est instinctif, pour nous, malheureusement, ça nous semble peut-être de moins en moins instinctif, mais il est naturel à la partie d'aimer plus le tout qu'elle-même en tant que partie. Lorsqu'un objet tombe, ou qu'on vous dit attention, c'est un réflexe, et on ne réfléchit pas, les mains se portent pour protéger ce que nous avons de plus noble, c'est-à-dire la tête. Et on ne réfléchit pas pour se dire si est-ce que je sacrifie mes mains ou pas. Là, heureusement, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est instinctif, c'est dans la nature. Et ça, c'est extraordinaire. C'est dans la nature que la partie se sacrifie pour le tout. L'orchestre est peut-être l'exemple le plus patent pour représenter ce qu'est une société. Chacun doit jouer à sa place et se sacrifie pour le bien commun, qui est la musique. Quand je dis la musique, c'est le rendu de cet ensemble d'instrumentistes. Ils peuvent être 40, et bien chacun se sacrifie et joue à sa place. Alors vous savez qu'il y a dans l'orchestre, il y a certains instruments, ils n'ont pas grand-chose à faire. Je pense au triangle. Donc c'est pas très lourd, ça se transporte presque dans la poche, et puis c'est un bâton. Simplement, il doit frapper au bon moment pour que ce soit joli. Et il est obligé peut-être de passer la moitié du concert assis à sa place, parce que l'auteur ne lui a rien demandé, mais il est là pour le bien commun. Pour le bien commun de l'orchestre. Bon. Et inversement, souvent, le violon, lui, pendant toute la musique, lui, il trime, pendant que l'autre, au fond, est assis, à rien faire, mais c'est pas injuste. Le bien commun est ainsi fait, chacun prend sa place. Et chacun à sa place jouit de la musique, et en même temps se perfectionne. Vous voyez, le bien commun n'existe qu'en tant qu'il est commun. Pour essayer d'être encore plus concret, l'homme recherche des biens. L'homme est composé d'âme et corps, l'âme étant le principe d'unité et de vie du corps, et l'âme humaine est composée de deux facultés principales, l'intelligence et la volonté. Alors, le corps recherche dans l'ensemble la santé et un certain bien-être, un certain confort, je mets. La volonté recherche le bien universel. La volonté est ordonnée au bien. Je veux, et ce que je veux, c'est un bien. Même si ce bien est mal, je le veux comme un bien. Parce que quand on veut le mal, on le veut toujours sous un aspect de bien. Et l'intelligence est ordonnée au vrai. Ce qui fait poser à l'homme trois sortes d'actions. On a déjà parlé. Ici, la contemplation de la sagesse. Ici, ce qu'on appelle à proprement parler l'action ou l'agir. Et l'agir selon la volonté dans le bien s'appelle la vertu. Et ici, c'est ce qu'on appelle le faire ou la fabrication. Or, nous le savons, ce qui nous définit en tant qu'homme, c'est la raison, c'est l'intelligence. Ce qui fait que l'homme est un homme, on le définit comme un animal rationnel. Ce qui le distingue des animaux et lui donne toute sa noblesse, c'est l'intelligence.
Tout le reste est ordonné à l'intelligence. Le corps à l'âme, puisqu'il est inférieur, bien qu'il en soit le compagnon, et la volonté est ordonnée elle-même à la contemplation de la sagesse. C'est ce qui fait de l'homme un être rationnel. En fait, la volonté agit sur le corps et sur toutes les facultés pour les réguler et les ordonner, et permettre ainsi à l'âme de contempler. C'est ainsi que l'on peut dire que la sagesse est véritablement, ou la contemplation, est civilisatrice. Et ça, l'histoire nous le montre à merveille. La sagesse est civilisatrice. Ôter la sagesse et une civilisation s'écroule. Ôter l'œuvre de l'intelligence, et même la volonté n'est plus éclairée par l'intelligence pour agir correctement. La sagesse est souverainement civilisatrice. Et vous comprenez, on en parlera à la fin, le désastre que l'on peut faire en agissant justement sur la sagesse ou la science. On détruit une civilisation tout simplement. Parce que l'intelligence régule en même temps qu'elle fait la perfection de l'homme. D'ailleurs, cette même sagesse fonde les artistes. Parce que l'artiste, pour dire ça brièvement, c'est celui qui, dans la contemplation d'une chose, est capable de la matérialiser, cette contemplation, et cette chose contemplée plutôt, d'une façon sensible. Alors s'il n'y a plus de contemplation, l'art disparaît. Je vous laisse faire les applications à tout ce que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Il n'y a plus d'artistes aujourd'hui. Il y a des prétendus artistes, mais... Alors voilà les trois opérations et finalement les trois biens que recherche l'homme. Eh bien la société va apporter cette perfection à l'homme. La société va permettre à l'homme d'agir vertueusement. Et en agissant vertueusement, de réguler ce qui est matériel, parce que ceci on l'appelle le matériel, et ceci le spirituel. La volonté va permettre de réguler le matériel et de l'orienter au spirituel, et ainsi permettre à l'intelligence de s'exercer plus parfaitement. Et que la volonté est en l'homme le pivot de toute la perfection. C'est par l'action de la volonté sur lui-même que l'homme va se perfectionner. Si bien que dans la société, puisque la société est un tout d'ordre, un tout d'action, ce qui définit le bien commun de la société, c'est précisément la vertu. La société est ordonnée à la vertu. La vertu, c'est le bien de l'homme. Du reste, même dans la contemplation, vous voyez, cette capacité à contempler s'appelle une vertu intellectuelle. Or, pour obtenir que l'homme, pour faire que l'homme obtienne la vertu, parce qu'elle n'est pas innée en chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et nous le savons bien, nous avons besoin d'une régulation. Cette régulation, c'est la société qui la donne. Et comment la donne-t-elle? Par les lois, c'est-à-dire par la justice. On peut dire donc d'une autre façon que le bien commun de la société, c'est la justice. Du reste, voyez-vous, la justice, c'est ce qui va permettre d'entretenir les rapports entre les hommes. C'est-à-dire, la justice, c'est le lien qui va cimenter les hommes entre eux et leur permettre de vivre pacifiquement et ainsi d'obtenir leur bien, le bien commun. La justice est le bien commun. Saint Thomas d'Aquin lui-même dit, d'ailleurs il le dit comme ça. La fin de la politique est le bien humain, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur dans les choses humaines. Le bien commun, dit-il, c'est dans la Somme théologique, le bien commun qui est la justice. Et dans le commentaire des politiques, au premier livre des politiques d'ailleurs,
il va plus loin, il dit que ce bien commun est ce qu'il y a de meilleur et de plus divin que le bien individuel. Et saint Thomas ose même, à la suite d'Aristote, du reste, cet adjectif de plus divin. Parce que plus une chose peut rayonner, plus elle participe de la bonté divine. Et donc plus elle est en quelque sorte divine. Le bien commun est plus divin que le bien personnel. Le bien personnel est moins diffusif que le bien commun. Alors, je vous ai dit, le bien commun, c'est la vertu, c'est la justice. On peut le voir aussi autrement parce que, vous voyez, le bien commun n'est pas une chose qui se trouve en face de nous et vers laquelle on se dirige. Le bien commun, c'est l'ordre des actions. Voilà, là encore, je dis autrement le bien commun. C'est l'ordonnance, l'ordination, c'est-à-dire l'unité posée dans la société. C'est ça le bien commun. C'est l'ordre. Celui qui travaille au désordre ne travaille plus au bien commun. Mais du reste, la justice met de l'ordre dans les rapports entre les hommes. Le bien commun, d'une autre façon, c'est aussi la paix. Parce que, comme dit saint Augustin, la paix, qu'est-ce que c'est? C'est la tranquillité de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. Et inversement, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vertu possible, où ça devient très difficile et héroïque. Et dans la discorde, l'homme ne peut plus atteindre sa perfection. Il est rongé par la discorde. Et le mot dit bien rongé. Et puis ensuite, on va parler d'une façon peut-être, comment dire, un peu plus large, de ce que, comment dire, je n'aime pas tellement ce mot, mais de ce que l'on appelle l'utilité commune. Alors l'utilité commune est un bien commun en ce sens qu'elle permet la justice, qu'elle permet l'ordre, qu'elle permet la paix, qu'elle permet l'unité, qu'elle permet la vertu. Mais elle n'est pas bien commun à proprement parler. Et souvent dans nos sociétés matérialistes, on résume ou on réduit plus précisément le bien commun à ce qui est d'utilité commune. Et dans ce cas, on retombe vraiment dans le matérialisme. Seulement, pour la pratique de la vertu, il faut un minimum de confort. C'est entendu. C'est pourquoi ce minimum de confort, qu'on appelle l'utilité commune, fait partie du bien commun. Mais il fait partie du bien commun en tant qu'il est ordonné à la vertu. Trop de confort nuit à la vertu. Trop de richesse nuit à la vertu. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le démontrer, il suffit de sortir dans la rue. C'est patent. Mais trop de pauvreté aussi peut nuire à la vertu. Parce que la vertu, nous l'exerçons avec notre âme et notre corps. Et dans l'unité de l'un et l'autre. Alors c'est vraiment à la condition de la recherche du bien commun que l'homme trouve sa perfection. C'est-à-dire que le bien personnel, le bien de la personne, n'est pas supérieur au bien commun. Le bien de la personne n'est pas un bien qui serait encore plus grand que le bien commun. S'il était plus grand, il serait plus diffusif. Or, de fait, le bien d'un seul est moins diffusif que le bien du tout. Donc le bien personnel n'est pas supérieur au bien commun. Cependant, le bien personnel ne peut exister véritablement et épanouir la personne que dans le bien commun. C'est dans l'unité, c'est dans la paix, c'est dans la justice que l'on est heureux. Et aujourd'hui, parlons d'injustice, les gens sont malheureux. Et disons même, nous sommes malheureux, très clairement. Nous sommes malheureux des injustices. Et c'est criant. Et c'est presque, j'ai l'impression que c'est simplement le bon sens. Il n'y a pas besoin de faire toute cette réflexion aujourd'hui pour dire c'est injuste, ça ne va pas. Et oui, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de bien commun. Tout simplement. Il n'y a plus de justice. C'est criant. Donc, vous voyez, le bien commun n'est pas un être. Il est une perfection de l'être. C'est-à-dire que le bien commun, c'est pas une espèce de... Vous voyez, par exemple, une piscine dans laquelle vivraient les poissons. L'eau n'est pas le bien commun... le bien commun de l'homme n'est pas comme l'eau pour les poissons. On ne va pas dans le bien commun, où le bien commun n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. C'est nous qui le faisons, le bien commun, chacun à notre place, par notre action, mais par notre action commune, unifiée et ordonnée avec tous ceux des autres.
avec lesquels nous vivons. Je ne sais pas si je suis assez clair en disant cela, mais si vous prenez l'exemple de l'orchestre, c'est évident. Le bien commun, la musique, n'est-ce pas, elle n'est pas séparable de l'action de chacun des musiciens de l'orchestre. Mettez 40 musiciens ensemble, ce qui fait la beauté de la musique, c'est l'action coordonnée, unifiée, et chacun à sa place, c'est-à-dire juste, et donc paisible, de toutes les parties. Donc je veux dire par là, vraiment, le bien commun, c'est pas un truc à part qu'on cherche comme ça, je cherche le bien commun. Non, je fais le bien commun en agissant à ma place, mais en agissant comme partie d'un tout. Chacun de nos organes dans notre corps agit pour le bien du corps, de la santé, quand il agit à sa place. Si nos oreilles se mettaient à voir, on perdrait l'ouïe. Et ce serait le désordre. Vous imaginez si dans le corps, chacun des organes se disait « maintenant j'inverse, j'arrête hein, », si l'estomac se disait « bon, bah, c'est terminé, je me prends pour le pied », ce serait difficile de manger, de nous nourrir. Et concrètement, c'est la mort. Et souvent, enfin, la maladie n'est pas autre chose que la détérioration du bien commun, du corps, la santé. De la même façon dans la société, voyez, le dysfonctionnement d'une partie qui n'agit plus comme partie, mais qui agit soit de façon autonome ou qui se retire du tout, fait dysfonctionner le tout et agit contre le bien commun. Celui donc qui recherche son bien personnel en dehors du bien commun, non seulement ne trouve pas son bien personnel, mais ensuite nuit au bien commun et finalement déchoit du bonheur. Alors voyez, il existe malheureusement aujourd'hui comme deux types de sociétés, si on applique ça à ce que l'on peut constater. Il y a ces sociétés qui disent, qui veulent le bien de la personne sans tellement rechercher le bien commun. Ce qu'on appelle le personnalisme, c'est l'erreur philosophique à proprement parler, ce qu'on pourrait appeler aussi le libéralisme. Et qu'est-ce que ça engendre? Le chaos. Parce que, dans ce sens-là, l'homme est un loup pour l'homme, selon cette phrase célèbre de Hobbes. C'est certain. Si chacun court lui-même après sa propre perfection, alors l'homme devient un loup pour l'homme. Et ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, pour reprendre ces termes de Sartre. Mais du coup, il n'y a plus d'action commune. C'est chacun pour soi, à côté de soi, en essayant de respecter l'autre, mais sans réussir à le respecter. Et on tombe dans le chaos tôt ou tard, dans la guerre, et dans la guerre civile, bien souvent. Et on le voit aujourd'hui. C'est le fruit du libéralisme, nécessairement. Ou à l'inverse, on va déifier le bien commun au point d'éteindre la personne. Et dans ce cas, si l'on éteint la personne, on n'apporte plus à la personne le bien spirituel, on réduit le bien commun à un bien matériel, et on tombe dans le totalitarisme, ou l'étatisme, où tout est commun au sens où l'État possède tout. Mais là encore, comme on n'épanouit pas la personne, on tombe nécessairement dans la décadence. Vraiment, la philosophie du bien commun et de la société qui produit et qui cherche le bien commun, parce que non seulement la société le produit, mais doit l'entretenir. Comme pour un orchestre, il ne suffit pas d'avoir fait le premier accord pour avoir fini le morceau. Il faut l'entretenir, cette musique. On la continue, c'est une action. Eh bien, cette philosophie est difficile, elle est comme sur une ligne de crête, n'est-ce pas? Entre une exaltation de la personne, ou alors un étouffement de la personne. Dans un cas, dans le libéralisme, ou dans l'autre cas, dans l'étatisme ou le collectivisme. Alors, je pense que vous comprenez qu'aujourd'hui, la société ne peut pas vivre. Et elle ne vit plus. Il n'y a plus de bien commun. Ceux qui nous dirigent recherchent leur bien personnel, malgré toutes les promesses qu'ils peuvent faire, et qu'ils ne tiennent jamais d'ailleurs. Mais c'est très simple, pourquoi? Parce que aujourd'hui, le bien commun est réduit à un bien privé, et le bien privé est matériel. Parce que pour être commun, il faut être spirituel. Encore une fois, on le disait au début. Plus on veut développer l'économie, plus on développera le bien privé. Donc moins on développera le bien commun, et moins on travaille pour la société. Les programmes de ceux qui veulent qui ne travaillent que sur l'économie ne sont pas des programmes politiques.
Ça n'est plus de la politique, parce qu'il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de communauté. Ils ne font pas de la politique, ces gens-là. Ils travaillent pour autre chose. Et cette autre chose, c'est eux. Ils travaillent pour leur bien. Mais ils ne travaillent pas pour le bien de ceux qu'ils dirigent. Vous voyez avec quelle ardeur ils s'engagent à diminuer tout ce qui est spirituel. Et la première chose spirituelle dont ils se sont emparés, c'est l'éducation. Et voyez la mainmise qu'il y a sur la pensée aujourd'hui. On ne cherche plus à contempler, on impose une vérité, il y a un diktat de la pensée, qui n'est plus un épanouissement de l'intelligence. Pas du tout. Rien que cela suffit à dire le bien commun n'est plus recherché. Mais ensuite, non content d'avoir éliminé la sagesse et l'intelligence, cette élimination se fait aussi non seulement par le diktat de la pensée, mais par toutes ces philosophies fausses, et même qu'on essaye d'éliminer de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, le philosophe n'aboutit à rien dans la société. Et on a remplacé la sagesse par la technique, c'est-à-dire la fabrication. Vous voyez comme on est tombé bas. Et aujourd'hui, on trouve un métier quand on est... Enfin, j'exagère peut-être, mais quand on est dans le technique ou dans la fabrication. Mais qui peut s'épanouir dans la sagesse dans la société actuelle? Celui-là, il sera réprimé, c'est certain. Bon. Enfin, nous ne sommes pas de cette société, c'est évident. Mais non content d'avoir éliminé la sagesse et la perfection de l'intelligence, on a aujourd'hui, c'est très clair, éliminé la vertu. La justice, qui est la vertu de la communauté par excellence, n'existe plus. On met en prison les personnes parce qu'elles ont déplu à telle ou telle personne, mais pas parce qu'elles n'ont pas respecté le bien commun. On vit dans l'arbitraire pur, et cet arbitraire, il est soumis à l'arbitre de ceux qui dirigent, et non pas d'un bien qui les dépasse. Donc c'est leur bien personnel. La justice est réduite au bien personnel de ceux qui nous gouvernent. Et puis, non seulement la justice, mais toutes les autres vertus sont atteintes. Pour ne parler que de la vertu de tempérance, blessée par l'étalage de la concupiscence que l'on voit. Étalage qui va jusqu'à promouvoir les mœurs contre nature. Contre nature. La société qui est un fait naturel, aujourd'hui, va contre la nature. Elle court à sa perte et elle s'auto-détruit. Nous vivons l'autodestruction de la société, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils sont dans une action, ils font de la politique parce qu'ils agissent, mais cette action, elle est un suicide. Elle n'est pas autre chose. La force de l'Église, de la société qu'est l'Église, c'est d'avoir comme bien commun le bon Dieu. Et ce qui fait sa force, et ce qui lui permet de vivre à travers, et de continuer, parce qu'elle a quand même 2000 ans, cette société. Quand on voit les empires qui s'écroulent les uns après les autres, l'Église n'est pas une société comme les autres, parce qu'elle est surnaturelle, c'est certain. Mais son bien commun est si grand que cette société perdure à travers les siècles. Mais il suffit de changer le bien commun de la société, qu'est l'Église, et de faire de l'Église une société ordonnée à l'homme pour la détruire. L'Église qui voudrait faire de l'humanitarisme ou un culte de l'homme s'autodétruit. Quand le pape Paul VI disait que les fumées de Satan avaient pénétré dans l'Église, il disait bien, lui qui disait plus que tout autre, nous avons nous le culte de l'homme. Ah oui, il savait ce qu'il disait. Parce que le bien commun a changé. C'est tout. Enfin, c'est aussi simple. Mais c'est aussi compliqué à comprendre, n'est-ce pas? Alors voilà le bien commun. Vivre en société, c'est normalement, parce qu'aujourd'hui on est obligé de dire ça, c'est normalement, ou c'était le bonheur de l'homme. Parce que l'homme ne peut se perfectionner que dans la société, que par la société, par ce bien commun qui le dépasse et lui procure son bien. Alors, concrètement, il y a deux choses, ou le bien commun d'une vraie société, ou alors une société qui n'a plus le bien commun, mais c'est le chaos. Ou l'ordre, ou le chaos. C'est les deux mots que l'on rencontre, n'est-ce pas, sur la devise des francs-maçons de rite écossais, ordo ad chaos. Mais ou l'ordre et le bien commun,
ou le chaos et la disparition de la société, l'écroulement, tôt ou tard. Donc voilà, j'espère, à travers ces quelques mots, vous avoir fait comprendre ce qu'était le bien commun et en même temps la richesse et la perfection du bien commun pour l'homme.